C'est parti. Bonsoir à tous et meilleurs vœux. On démarre l'année 2025 avec une nouvelle série de webinaires. Temps de vous retrouver, tout se passe bien. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'écouter Symbiose, d'avoir invité Symbiose, voilà, que je vais laisser Christophe vous présenter un peu plus et vous présenter ce séminaire. Voilà un bon On séminaire. démarre, on démarre cash à l'heure comme ça ou on vous laisse les 2 minutes de retardataire habituel ou pas? Ah ouais, non, on peut comme... On peut laisser deux Allez. minutes, du coup Ouais, je on va se laisser deux peux. minutes parce que là c'est bien que c'est 2025 pour des bonnes résolutions, mais on va quand même se laisser 2 minutes quoi. Du coup, je peux juste donner quelques petites Ouais. infos. Voilà, vous êtes à peu près, il y a 130 personnes qui ont fini le challenge. Donc, on a reçu les grains 100 cycles. Et les 50 cycles, on est à 530 participants qui nous auront envoyé les 50. Voilà, un petit peu pour les chiffres du début d'année. Alors dans le chat, ok, les gens se connectent et la question, elles sont là. Tac. Oui. Non, on va y aller gentiment. Donc, je vais rappeler effectivement peut-être déjà aussi les règles du jeu, hein. N'hésitez pas. Alors, vous pouvez intervenir dans le chat, mais le mieux par rapport à ce que va vous raconter Nicolas, c'est d'intervenir dans les questions-réponses. Vous avez l'onglet à droite là. Et comme ça, c'est l'endroit de préférence où vous pouvez mettre vos interrogations que l'on tâchera de rassembler, de trier à la fin de l'intervention pour essayer d'apporter des réponses. Je n'ai pas de son, est-ce que c'est normal? Dit Isabelle. Non, ce n'est absolument pas normal, mais normalement, euh, apparemment, les autres ont du son. Donc, je vous laisse régler vos problèmes de logistique ou plutôt d'informatique. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui, dans ce premier séminaire 2025, ou plutôt webinaire, pardon, 2025, d'accueillir Nicolas Pradignac. Alors Nicolas, vous le connaissez parce que avec Benjamin Abrat, donc, sont les deux cofondateurs de Symbiose qui vous ont produit les grains que vous avez reçus à l'origine, au départ du projet. Donc vous avez tous un peu de Nicolas chez vous, vous devez le savoir quand même. Et au-delà de ça, je rappelle aussi quand même qu'il est l'auteur de cet ouvrage magnifique, Kéfir de fruits chez Hachette Pratique, et dans lequel vous trouvez plein de trucs et astuces que vous trouvez aussi d'ailleurs sous une forme plus interactive et mise à jour au fur et à mesure sur le site web de Symbiose, hein. Il y a une Kéfir Academy qui répond à pas mal de questions. Et il me semble que d'ailleurs, vous pouvez poser vos questions et pour que le site soit implémenté en conséquence, puisque donc Nicolas et Benjamin produisent non seulement du kéfir, mais en plus ils en parlent sur leur site. Alors du kéfir et aussi des eaux de kéfir, avec des kéfirs zéro sucre, eau de symbiose. Et puis vous avez je vais sûrement en parler, mais effectivement lancer une gamme de kéfir IGBA. Donc tout ça, je te laisse la parole pour nous expliquer un peu finalement comment on passe, c'est ça qui nous intéresse, comment on passe du stade de faiseur de kéfir à la maison, ce que tu fais depuis 30 ans, d'après ce que j'ai compris, et au stade comment? En gros, parce que tu as dit que tu avais 20 commencé ans, très 20 très ans. jeune. Je suis pas si vieux que ça. Non, mais tu as commencé très très jeune, tu m'avais dit. Et comment on passe au stade artisanal, et voire pourquoi pas industriel, sachant que la frontière est toujours compliquée à établir. Je te laisse la parole, Nicolas. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas. Je vais vous passer une petite présentation. Tac, 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 tac. Ah. Est-ce que tout le monde voit bien? Ouais, nickel. Très bien. Alors, par contre, moi, je ne vois aucune, enfin, je vous vois pas et je ne vois Mm. aucune question. Donc, vraiment, s'il C'est y a pas des grave. questions. Les questions, c'est moi qui vais. Enfin, c'est nous qui allons gérer entre nous et après, on te les donnera à toi. Ok. Donc, Symbiose Kéfir. Bon, ça, c'est notre petite tagline, les boissons fermentées qui ont un grain. Vous avez compris le jeu de mots.
Donc, qui on est? Donc, on est deux fondateurs. Donc, moi, je suis Nicolas, je fais du kéfir. Alors, depuis 25 ans, en fait, j'ai commencé quand j'avais 13 ans, dans une petite région qui s'appelle les Deux-Sèvres, aux frontières entre les Deux-Sèvres et la Vendée. En fait, je le dis parce que c'est assez rigolo. Je pense que c'est un village de 3000 habitants où tout le monde connaît le kéfir. Ça s'est passé entre amis, entre familles, voilà. Donc, c'est vraiment un endroit voilà, où la plupart des gens connaissent. Moi, c'est un ami qui m'a donné les grains quand j'ai commencé. On buvait cette boisson chez lui déjà à l'époque. Et finalement, toute notre bande d'amis, on a tous fait du kéfir chez soi. Donc voilà, je connais bien le sujet du kéfir. Et Benjamin, je l'ai rencontré au moment où j'ai commencé mon activité professionnelle. En fait, je l'ai rejoint dans une autre société à l'époque qu'on a développée. Et ensuite, on a décidé de se réassocier en 2019 pour créer Symbiose. Donc voilà un peu la genèse du projet. L'idée, ce qui nous intéressait, c'est qu'il y avait d'une part le côté, entre guillemets, un peu industrie. Moi, j'étais très sensible au fait de pouvoir essayer de créer une petite usine. C'est un truc que j'ai en tête depuis très jeune. Le côté un peu microbrasserie qui se montait, c'est pareil, ça nous intéressait. Et surtout, le sujet des probiotiques et de la santé était un truc qui nous intéressait encore plus. Et on trouvait ça vraiment intéressant alors, nous, ce qu'on a en tête, c'est finalement presque refaire ce qu'a fait le yaourt à une époque, donc il y a quasiment 100 ans. Donc, le yaourt, ça a été au début vendu en pharmacie en tant que presque produit de santé. Maintenant, c'est un produit de grande consommation. Et on se disait qu'avec le kéfir, on pouvait presque faire un peu pareil. C'est déjà un produit de grande consommation, mais qui a des vertus de santé. Donc, c'est un point qui nous intéressait beaucoup. Donc, voilà pour un peu pour l'histoire du projet. Donc, on a créé en 2019 la société et en 2020, alors en 2020, en février 2020, on a reçu nos machines et on était prêt à appuyer sur le bouton. Et comme vous le savez tous, en mars 2020, il s'est passé un truc un peu chiant. Donc, on a tout arrêté. On a été confinés, mais c'est pendant ce confinement en fait que j'ai écrit tous les articles de la Kéfir Academy. Donc, ça m'a donné ce temps-là que j'aurais sûrement pas eu après. Et donc finalement, aujourd'hui, c'est un gros bloc de Symbiose. C'est ce qui nous fait connaître, c'est ce qui fait connaître le kéfir. C'est ce qui a permis aussi la rédaction du livre. Et donc finalement, c'était un mal pour un bien. Et ensuite, on a commencé à démarrer la production et à vendre nos produits en septembre 2020. Voilà. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Alors, voilà, on rentre dans le sujet. Donc, en fait, ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a un peu empêché de travailler sur une présentation un peu chiadée comme j'avais prévu. Donc, c'est simple, c'est une palette de bouteilles en verre qui s'est littéralement effondrée sur le Fenwick. Et donc, ça a posé quelques soucis aujourd'hui en production. Et c'est pour vous montrer un peu que tout ne se passe pas comme sur des roulettes quand on produit des choses. Il y a pas mal de galères assez souvent. Donc, je suis désolé, le reste de la présentation risque d'être un peu moins chiadé que le début, mais ça reste quand même intéressant, vous verrez. Alors, comment on fait du kéfir finalement? Comment on passe de, on va dire, 1,5 litre, 2 litres à une plus grande échelle? C'est pas si évident que ça. Alors, c'est pas si évident que ça, et à la fois, c'est quand même pas si compliqué. Donc là, c'est le premier outil de production qu'on avait, que vous pouvez voir. Donc, on avait des cuves d'à peu près 300 litres, qui ressemblent grosso modo à des bocaux de 2 litres. Enfin, on va dire que c'est quasiment les mêmes proportions. Donc, ça, c'est on va dire les cuves dans lesquelles on faisait nos premiers kéfirs. Et donc vraiment exactement de la même manière que ce que vous pouvez faire chez vous, c'est-à-dire qu'on mettait de l'eau, on mettait des grains de kéfir, on mettait nos rondelles de citron, nos figues,
Et voilà, on laissait fermenter. Quand on devait aromatiser des choses, on rajoutait des jus. Enfin bref, exactement ce que vous pouvez faire. Et donc, alors, assez peu de difficultés sur la première fermentation. Donc tout se passait très bien. On avait une embouteilleuse un peu en bas à gauche que vous voyez là, qui était à la main. Donc nos bouteilles étaient remplies à la main. On voit déjà un peu la pétillance du produit, un peu comme chez vous. Et puis après on voit Benjamin là en haut à gauche capsuler sa bouteille. Donc c'était un outil de production où on devait être à peu près 4 personnes pour sortir des produits, et on arrivait à faire à peu près 700 bouteilles par heure. Ce qui est pas si mal. Et donc ça, c'était notre premier outil de production quand on était à Paris. Donc le premier atelier qu'on a eu, c'était à Paris, au 2e étage d'un hôtel industriel. Donc beaucoup de galères. Les palettes de bouteilles ne passaient pas la porte, on devait les palettiser. Bref, c'était un peu compliqué, mais on a réussi à s'en sortir et à faire des beaux produits. Donc voilà, ça c'était ce qu'on avait avant, donc en début 2020. Et ça c'est ce qu'on a actuellement. Donc on s'est pas mal développé. Donc ça on l'a eu en mi-2022. Donc tout a changé. Donc la petite remplisseuse qu'il y avait en bas à droite a été remplacée par la grosse machine au milieu là qui s'appelle Gaille 1531 FM-HP. Donc qui est capable de rincer les bouteilles, remplir les bouteilles, mettre la capsule, sertir la capsule autour de la bouteille. La machine à gauche que vous voyez, c'est marqué 6012, ça c'est une étiqueteuse, donc ça étiquete les bouteilles. Et ensuite, vous voyez au fond 2 grosses cuves. Et donc là, on est passé de 300 litres à 7000 litres. Et donc là, tout a changé. Donc maintenant, on embouteille à peu près 2400 bouteilles heure, et on n'est plus que 2 personnes sur la ligne pour faire tourner pour produire du kéfir. Donc je reviens sur le départ, en fait, la première unité de production qu'on avait, et finalement, quelles étaient les difficultés qu'on a eues de faire du kéfir à grande échelle. Donc, je vous ai dit que la première fermentation était plutôt simple et se passait vraiment de la même manière que ce que vous pouvez faire chez vous. Donc voilà, nos cuves fermentaient très bien, on remplissait nos bouteilles. Et ensuite, on mettait en fait nos bouteilles pour la seconde fermentation, donc à température ambiante, dans ces espèces de cages, donc qui sont des cages en acier, qui sont très utilisées dans le domaine du vin. En fait, souvent dans le vin, ils viennent stocker leurs bouteilles avant étiquetage dans ce type de caisse. Ça leur permet de ne pas payer les droits de douane sur la vente d'alcool. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de... Voilà. Et donc, on stockait ça pendant la seconde fermentation. Et puis ensuite, une fois que la seconde fermentation était terminée, on mettait les bouteilles en carton. On mettait d'abord les grilles au frais, et ensuite on mettait pour refroidir le produit, et ensuite on mettait les bouteilles en carton. Et donc pour mesurer l'évolution de notre deuxième fermentation, on avait un petit manomètre qu'on mettait sur une bouteille test. Et donc en fait, ça nous permettait de voir l'évolution de la pression dans la bouteille. Et arrivé à un certain niveau de pression, c'est à ce moment-là qu'on décidait de mettre les bouteilles au frais. Alors, il y a pas mal de gens qui me posent la question sur le site de savoir comment on peut savoir si la fermentation 2 est terminée. Un des moyens, c'est en effet d'avoir ce petit système de mesure de pression qui vous dit finalement, voilà, est-ce que le produit est suffisamment pétillant. Ça donne une indication très précise. Sauf qu'il y a une chose qu'on n'avait pas prévue dans toute notre process, parce que moi, quand je faisais ça chez moi au début, je mettais les bouteilles au frais, pas de problème. Et ce qu'on n'avait pas prévu, en fait, alors j'avais posé une question, mais vous ne pouvez pas vraiment répondre en direct. Donc le problème qu'on a eu, donc l'indice que j'avais mis, c'était 24 heures. C'est qu'en fait, quand vous avez ce type de palette avec des bouteilles que vous devez mettre au frais, et que vous avez une fermentation 2 qui doit durer entre 24 et 36 heures, en fait, le temps que
que la bouteille enfin, le temps entre la différence de temps entre une bouteille qui est à l'extérieur et la bouteille qui est au milieu en termes d'abaissement de la température, c'est-à-dire arriver à abaisser la température jusqu'à 4 degrés, il y a à peu près 24 heures d'écart. Donc nous, on mettait nos cages comme ça au frais et on avait les premières bouteilles à l'extérieur qui refroidissaient assez vite et on avait les bouteilles à l'intérieur qui mettaient 24 heures de plus. Et donc notre fermentation d'œufs sur certaines bouteilles durait 24 heures de plus. Et donc on se retrouvait évidemment avec des bouteilles en magasin qui avaient beaucoup de gaz, qui pouvaient exploser quand on les ouvrait, quand les clients les ouvraient. Donc ça a été notre plus gros problème et notre plus gros souci à régler qu'on ait eu sur Symbiose et avec le premier outil de production. Alors je ne sais pas s'il y a des questions parce que je vois absolument rien. Non, non, pour l'instant, c'est bon. Ok. Et si c'est pas clair, Christophe, tu n'hésites pas Ouais. à m'arrêter, à me dire ou d'avoir des précisions. Yep. Et donc il a fallu absolument trouver une solution pour pallier à ce problème, parce qu'on augmentait les productions. Tout à l'heure, vous avez vu, il y avait quasiment, on pouvait se retrouver avec une dizaine de palettes comme ça à mettre en chambre froide. Donc c'était une énorme galère. Alors la solution. Donc ce qu'on faisait à l'époque, et ce que vous faites tous, et finalement c'est très bien quand il y a 3-4 bouteilles à mettre au frais, parce qu'il n'y a pas ce problème-là. Donc on fait une F1, puis on fait une F2. Et il a fallu trouver une solution à notre problème. Et donc finalement, on a arrêté de faire ça. On ne fait plus de F1 et on ne fait plus de F2 aujourd'hui. On fait une F1 plus une F2 en même temps. Donc en fait, on fait les deux fermentations en même temps dans une même cuve. Donc finalement, là, les nouvelles cuves qu'on voit, c'est des cuves qui gardent la pression. Donc en fait, notre F1 plus notre F2 vont durer le même temps que ce que vous faites vous, F1 puis F2, sauf qu'on fait tout dans ces cuves, la pression est gardée par la cuve, et après, dans cette même cuve, on peut réduire la température et avoir un produit tout de suite consommable, enfin un kéfir voilà, qui frais, qui sort, qu'on peut boire sans problème. Donc finalement, on a associé F1 et F2, et c'est ce qu'on appelle une fermentation anaérobie, donc sans oxygène, qui est sous pression. Donc vous en avez peut-être entendu parler. Il y a un courant dans les producteurs de kéfir qui recommande ce type de fermentation. Donc c'est tout à fait possible. À la maison, c'est un peu compliqué à faire parce qu'il faut avoir une jarre qui tient la pression. En général, il faut la monter à peu près à 3 bars. Donc c'est pas toujours facile à avoir. Mais en tout cas, c'est possible de travailler dans ces conditions-là. C'est ce qui se fait notamment pour la bière, pour plein de produits fermentés. Et donc nous, on a décidé de produire notre kéfir comme ça. Et depuis, on a beaucoup moins d'écart de production et on n'a plus les bouteilles qui nous explosent à la figure quand on les ouvre. Ceci étant, ouais, j'interviens justement parce que Ouais. en fait, sur le côté anaérobie, on l'a par défaut. N'importe quel bocal Ouais, bocal le parfait, pour pas citer de marque, de toute façon, c'est par définition une fermentation anaérobie. Donc, et beaucoup de gens fonctionnent avec ce type de bocaux. oui, alors en fait, il y a le terme anaérobie, c'est un peu galvaudé, c'est-à-dire que en fait, dans l'industrie, quand tu dis que tu fais une fermentation anaérobie, en gros, ça veut dire que tu maintiens la pression dans ta cuve. Oui. Alors que c'est pas la vraie définition de la fermentation anaérobie. Presque une fermentation du kéfir, c'est quasiment toujours anaérobie. Une fois que l'oxygène dans le liquide, dans l'eau, a été consommé, après il y a très peu d'échanges, même si le bocal reste un peu ouvert. Mais c'est le terme qu'on utilise un peu dans l'industrie pour dire que c'est sous pression, quoi. Ok. Voilà. Ouais. Tac. Alors, si je voulais juste parler d'une chose, parce que j'ai beaucoup la question.
sur le site, et ça m'arrive parfois de recevoir quelques insultes à ce sujet. C'est l'utilisation de l'inox pour la fermentation et pour... et voilà, alors, ouais, moi, les commentaires que je reçois, c'est les ustensiles en inox. Donc, il y a je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, il y a un sujet sur les ustensiles en inox. Donc, on peut tout à fait utiliser des ustensiles de cuisine qui sont en inox. Ça ne pose aucun problème aux grains, ça ne tue absolument pas les grains, ça ne modifie absolument pas les grains. C'est même, on va dire, l'inox, c'est même d'ailleurs ce qui est recommandé dans l'industrie pour produire tout type d'aliments, tout type de boissons, et notamment les boissons fermentées. Les grands vins sont dans des cuves en inox, enfin, tout est dans des cuves en inox. Donc, encore une fois, il n'y a aucun problème avec vos ustensiles de cuisine qui sont en inox. Ensuite, vous voulez... Ouais. Ouais, je me permets, en fait, la légende, elle vient aussi du fait que tu as quand même, effectivement, certains métaux qui sont connus pour être bactéricides, typiquement le cuivre ou l'argent, par exemple. Ouais. Et donc, effectivement, je pense que la légende vient du métal et que, en fait, pour l'acier, c'est pas le cas du tout. Et, enfin, du métal en général, mais effectivement, pour l'acier, donc notamment l'acier inoxydable, donc l'inox, c'est pas le cas du tout. Mais je pense que la légende vient de l'effet bactéricide reconnu de certains types de métaux bien particuliers, quoi. Ok. Ensuite, je voulais vous parler de deux petits outils très simples qui peuvent vous aider dans vos fermentations. Donc, ils sont trouvables sur n'importe quel site. Non, j'aurais dit sur Amazon. Enfin, sur Amazon, en tout cas, c'est très simple de les trouver. Donc, il y a la bandelette pH. La bandelette pH, donc ça vous permet de mesurer l'évolution du pH de votre produit. Et surtout, ce qui est intéressant avec le pH, c'est que c'est un contrôle HACCP. En fait, on considère qu'un produit qui a un pH inférieur à 4 est clean au niveau HACCP. Et donc, c'est intéressant parce que ça garantit un peu que votre produit est sain. Et un kéfir, normalement, quand il est à peu près fini, doit être tourné autour de 3,70, 3,80. Donc, ça vous donne une assez bonne indication de savoir si votre kéfir est prêt ou non. Et ensuite, le second outil, c'est un réfractomètre. Alors, c'est souvent utilisé chez les gens qui font de la confiture. Et en fait, ça vous permet de mesurer la quantité de sucre qu'il y a dans votre produit. Donc, vous mettez une petite goutte là sur la partie ovale de kéfir, et ensuite vous regardez de l'autre côté à la lumière, et ça va vous donner en fait ce qu'on appelle le degré Brix. Et le degré Brix, donc, c'est cette fameuse quantité de sucre par quantité de produit. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la base. Je pense que pour 40 €, vous pouvez largement avoir les deux. Et ça vous permet vraiment de comprendre un peu mieux ce que vous faites. Donc voilà, deux outils de base. Le réfractomètre, il existe aussi en digital sur Amazon, si ça peut être plus simple à utiliser. Mais voilà, en tout cas, les deux outils de base qui permettent de faire vraiment beaucoup de choses. Et alors, ça, c'est une slide que j'ai rajoutée juste avant d'arriver. Donc, c'est le kéfir de fruits n'existe pas. Alors, ça paraît bizarre de dire ça, mais en tout cas, pour le gouvernement ou les instances françaises, le produit kéfir de fruits n'existe pas et ne doit pas être commercialisé, en tout cas, sous ce nom-là. Donc nous, en tant que fabricant de kéfir de fruits, on est soumis à cette règle. En fait, l'histoire vient du kéfir de lait. C'est-à-dire qu'au moment où tous les produits ont été enregistrés en tant que dénomination, le kéfir a été réservé, le terme kéfir a été réservé aux produits laitiers. Et donc aujourd'hui, seuls des produits contenant du lait, fermentés toujours à partir de grains de kéfir, donc c'est plutôt des grains de kéfir de lait, peuvent utiliser la dénomination kéfir. Et
les gens qui fabriquent du kéfir de fruits et qui vendent du kéfir de fruits n'ont pas le droit d'utiliser cette dénomination kéfir. Donc on l'utilise quand même, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on, enfin voilà, c'est un peu incroyable, mais on essaie de se battre. En fait, on a créé un groupe avec tous les producteurs de kéfir pour essayer de se battre et essayer de faire alors, les producteurs de kéfir et également Christophe du muséum pour essayer de se battre pour que cette dénomination kéfir de fruits puisse exister et qu'on puisse vendre des produits qui s'appellent kéfir de fruits. Euh, donc voilà. Et est-ce que vous avez des questions? Il y en a déjà. Il y en a déjà. Il y en a Alors, du déjà, coup, notamment suite à tes histoires. Moi, j'ai juste répondu à l'histoire HACCP, c'est juste effectivement tous les gens connaissent pas, donc c'est ah oui, pardon. Ouais. non, non, c'est juste l'acronyme qui définit les conditions d'hygiène dans l'agroalimentaire. Donc, on utilise l'anglicisme parce que c'est un anglicisme, un Hazard Analysis Critical Control Point. Et en fait, tout le monde dit HACCP comme ça parce qu'effectivement, grosso modo, c'est les normes d'hygiène qu'on doit appliquer et sur lesquelles il y a systématiquement des contrôles et des bonnes pratiques, que ce soit dans l'industrie ou dans n'importe quel restaurant a subi régulièrement, n'importe quel point de vente alimentaire subit des contrôles d'hygiène, donc on appelle souvent les contrôles HACCP dans le jargon professionnel. Non, dans les questions, par rapport à ton histoire de cuve, Oui. comme tu dis que tu fais la F1 et la F2, ça veut dire que il faut une cuve par parfum. Donc chaque cuve est dédiée à une aromatisation et puis après tu fais une deuxième. Alors non, vous avez vu qu'il y avait 2 cuves. Donc en fait, on fait la fermentation. On fait du kéfir. En fait, on travaille toujours à partir du kéfir original. Donc c'est vraiment notre base. Et après, on ajoute soit des jus pour donner du goût, soit des infusions. Et donc vous avez vu les 2 cuves. Donc on fait le kéfir original dans une des cuves. Donc ça va fermenter, ça va monter en pression. Et ensuite, on connecte les 2 cuves. On les connecte sous pression, c'est-à-dire qu'il va y avoir la même pression entre les 2 cuves. Et là, on va ajouter dans l'autre cuve nos jus. Et on va faire par exemple un transfert et on va transférer notre kéfir original dans ce jus. Et c'est ce qui va donner ensuite l'aromatisation. Et ensuite, on embouteille. Donc on peut faire on peut faire un goût par semaine. Ok. Parce que la production dure à peu près une semaine. On commence le vendredi, notre fermentation. Le lundi, c'est à peu près terminé. Ensuite, on fait les transferts, les aromatisations le lundi et le mardi. Et ensuite, on embouteille le mercredi et le jeudi. C'est à peu près comme ça qu'une semaine se passe. L'autre question, c'est que deviennent les grains de kéfir et les figues et les citrons à quel stade c'est récupéré, recyclé ou jeté ou c'est quoi le devenir de ces coproduits? Alors, c'est un peu pareil que ce que vous faites chez vous. En fait, on n'utilise plus de citron en rondelles parce que c'est quasi industriellement, c'est quasi impossible. Et surtout, c'est compliqué à gérer pour avoir quelque chose qui est stable. Donc, on utilise du jus de citron qui marche très très bien. Alors, moi, je ne sais pas enfin, j'ai pas de réponse sur la question qui est pourquoi des figues, pourquoi des citrons? Donc, j'ai jamais eu la réponse. De toute façon, je pense que personne connaît vraiment la réponse. On peut avoir quelques idées, mais en tout cas, voilà, le citron fonctionne très bien. Un des intérêts aussi du jus de citron, c'est qu'on va avoir une hydrolyse du saccharose qui se fait un peu plus facilement. Donc le saccharose, c'est 2 molécules. C'est une molécule de fructose, une molécule de glucose. Peut-être je fais rapidement. Et les bactéries et les levures ne sont pas capables de consommer du saccharose. Pour qu'elles puissent consommer le sucre, il faut que ces deux molécules se détachent, en fait, que le saccharose devienne du glucose et du fructose. Et à ce moment-là, elles peuvent consommer les glucoses et les fructoses pour fermenter. Et ce qui permet de détacher ces 2 molécules, c'est ce qu'on appelle l'hydrolyse.
Et l'hydrolyse, elle est aidée par un milieu acide ou un milieu très très chaud. Mais sinon, elle se passe pas, ça peut durer très longtemps. Et donc, l'intérêt du jus de citron, c'est que justement, ça permet de mieux fermenter ce saccharose qu'on ajoute. Voilà, parce que Ouais, alors je peux rajouter au passage, effectivement, petit clin d'œil culinaire, c'est exactement la raison pour laquelle quand on fait en cuisine un caramel, on rajoute un coup de jus de citron, en général dans beaucoup de recettes, plutôt que de mettre juste le sucre à chauffer. Beaucoup de chefs rajoutent juste un filet de vinaigre d'ailleurs ou de jus de citron parce que pour la raison que tu viens de mentionner, c'est que ça déclenche l'hydrolyse et en fait pour faire une caramélisation, on a besoin d'abord de l'étape d'hydrolyse. Donc effectivement, ce petit ajout d'acide est extrêmement efficace pour booster la séparation du disaccharide en monosaccharide. Juste par rapport à ton histoire de citron, je pense que, et ça va rebondir aussi sur une autre question qui vient après. On a quand même un intérêt d'avoir de l'acidité au départ, parce que tu as bien mentionné qu'il fallait quand même qu'on finisse par un produit acide, donc ça paraît assez logique de se dire de démarrer avec un ingrédient acide permet dès le départ, surtout si c'est sous forme de jus plutôt que sous forme de rondelle ou de citron entier, on a dès le départ une chute de pH qui est quand même sanitairement intéressante. Mm. Et la question, là, qui est une question un peu technique, justement, qui était pour maîtriser le risque sanitaire. L'idée, c'est, je relis la question, il faut descendre sous le pH 4 en combien de temps? Parce que c'est vrai qu'on a souvent cette notion de temps dans l'agro au sens large, que ce soit pour les températures ou pour les descentes en température ou pour les descentes en pH. On se dit oui, ok, pH 4, mais en combien de temps? Est-ce que vous fixez une... non, on se fixe pas de. Enfin, en fait, on n'a pas fixé de temps. On sait que notre fermentation, elle dure à peu près 48 heures. Ouais. Et on sait que globalement, c'est Et quasiment tu sais toujours que tu ça. atteins le pH 4 en combien? Enfin, vous savez en gros en combien de temps il est atteint, votre pH 4? Ouais, il est atteint assez rapidement parce on commence autour de 5, 5,5 selon les produits. Et je dirais qu'au bout de 24 heures, on doit commencer à l'atteindre. Question aussi, c'était quelle quantité de figues et de citron enfin, de jus de citron, du coup, et donc figue, t'as pas fini en fait, figue, tu la mets sous forme, Sous forme de figue. ouais, de forme de figue simplement, ok. Et donc, c'est quoi les proportions là, c'est les proportions domestiques ou c'est adapté ou? Ah non, non, tu veux dire la quantité de figues? Oui, le ratio, quoi, je veux dire, dans ta cuve de 3000, enfin, ou de 7000 litres Ouais, là. ouais, ouais. Je crois que c'est la recette que je donne sur le site. D'accord, c'est comme à la maison, quoi, Ouais, c'est le ouais, même ouais, ratio. c'est comme à la maison. Ouais, ouais. D'accord. Et pour finir, ouais, donc sur le entre guillemets recyclage, il n'y a pas des sous-produits que après sont Alors, si, si, si. récupérés? On a le sous-produit figue. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution pour soit vendre nos figues qui ont été fermentées, soit en faire quelque chose, parce on en consomme quand même pas mal. Et donc aujourd'hui, ça va chez une entreprise qui s'appelle les Alchimistes, qui font du compost. Et je pense qu'ils sont super contents parce on leur balance des figues avec plein de bactéries de levure. Donc je pense que leur truc, ça doit bien fonctionner. Mais non, on n'a pas trouvé je sais pas, Et les grains en excès? alors les gars en excès, on les garde et on les donne aussi. D'accord. Donc il y a il y a une partie qu'on garde euh, et il y a une partie qu'on donne quand on fait des quand on fait des dons de grains. Question technique, le degré Brix que vous visez, c'est combien chez vous? On démarre à peu près à 4 et on vise entre 2, 5 et 3. Ok, ça fait qu'en sucre résiduel, on est à quoi sur 100 ml là? Bon, c'est quasiment si tu vises 2,5, tu es Ouais. quasiment à 5 grammes Oui, c'est ça. ouais. Ok. Et ça, par contre, sur l'eau, enfin ça c'est sur le produit standard, et après vous avez l'autre gamme, la gamme zéro sucre là. Sur l'eau, on va jusqu'au bout de la fermentation. D'accord. Ouais. Donc là, c'est zéro sucre final, quoi. Ouais. Alors Euh, il y a toujours, enfin, toujours une petite quantité de sucre qui peut pas fermenter, ouais, mais c'est infime, quoi. ok. Une question sur est-ce que certains kéfirs du commerce sont enrichis en gaz carbonique?
bonne question. Bonne question. En tout cas, pas nos petits copains. Quand je dis nos petits copains, c'est Oui, les autres. c'est les autres que je connais bien. Ouais. Non, je pense qu'effectivement, enfin, dans les producteurs français, il me semble pas qu'il y en ait. On en voit hein, des kéfirs enrichis, et kombucha d'ailleurs, enrichis en gaz carbonique, mais tout ce que j'ai pu voir, c'est des marques étrangères pour l'instant. Ouais, il y a une marque, là, je sais plus, la marque portugaise, mais je sais même plus comment Ouais, elle s'appelle. c'est pas Captain Machin, et Ah aussi oui, qui c'est ça, font. Captain Kombucha. Oui. Ouais, C'est du kombucha, là. Ouais, c'est pas du kéfir. ouais, mais je crois qu'ils font aussi un kéfir maintenant, et c'est pareil, ils enrichissent en gaz carbonique, quoi. Sachant que, un peu pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, comme il n'y a pas vraiment de loi sur le kéfir de fruits, en fait, officiellement, tu peux foutre du gaz carbonique dans un kéfir de fruits pour le moment, et de toute façon, vu que tout le monde est dans l'illégalité en appelant ça kéfir de fruits, Ouais, mais les gens le font pas. Voilà, ce qui est important de dire, c'est que dans les marques, voilà, que pour ceux qui nous écoutent, là, ceux qui connaissent dans les différentes régions, il y a les marques qui sont prépondérantes. Voilà, la dizaine, on va dire, la douzaine maintenant de producteurs qu'on a sur nos territoires font du kéfir, on va dire, traditionnel, c'est-à-dire le gaz carbonique est dû uniquement à la fermentation, quoi. ouais. C'est aussi pour ça Pourquoi ne- que entre les productions, on a des gros écarts. Ouais. On peut avoir des... Lié à ça, en fait, pourquoi ne pas, il y a une question là, donc pourquoi ne pas proposer le kéfir en canette, comme ça se fait de plus en plus pour le kombucha, voire d'ailleurs pour d'autres, pour des kéfirs. Je sais qu'il y a des marques qui commencent à faire ça en canette, donc est-ce que c'est prévu ou pas ou... Alors nous, c'est pas prévu. On est plutôt on est plutôt dans l'autre sens. On essaie de faire de la bouteille consignée, réemployée. Et on n'a pas l'outil de production pour faire de la canette. Donc on n'a pas du tout. Aujourd'hui, en tout cas, Pas dans l'idée. dans l'idée. À un moment, on s'est posé la question sur Igeba, Ouais, parce que c'était peut-être un peu plus adapté, mais pour le moment, c'est pas prévu. Mais on a rien contre la canette. ok, Enfin, c'est un format qui est très utile, que moi je trouve très bien parce qu'il est super léger, il prend pas de ouais. place, enfin, il a plein d'avantages. Normalement, il explose moins. Il y a un peu, enfin, tu dois mettre un peu moins de gaz dans ta Ouais, canette. Enfin voilà. Bon, mais pour l'instant, enfin, je dis pas qu'on n'ira pas, mais pour l'instant, on n'a pas ok, on n'a c'est pas pas de- prévu. ouais. Est-ce que vous mesurez le degré d'alcool de vos produits? Oui, on mesure le degré d'alcool de nos produits. On fait des analyses. Alors on sait à peu près, en fait, en mesurant la quantité de sucre qui est fermentée, on peut quasiment en déduire la quantité d'alcool qui est produite. Et donc, un kéfir sans alcool, ça n'existe pas, à moins de le désalcooliser. Mais la fermentation naturelle du grain de kéfir produit de l'alcool. Euh, et on a à peu près ouais, on est autour de 0,5% d'alcool. On s'est fixé la limite de 0,5%. Alors, en fait, en France, on a le droit d'avoir un produit dit sans alcool jusqu'à 1,2% d'alcool. Donc, un produit qui contiendrait 1,1% d'alcool est considéré comme non alcoolisé. Donc ça, c'est la limite de la réglementation française. Et nous, on s'est fixé 0,5% parce que c'est la limite déjà dans les pays anglo-saxons. Donc aux États-Unis, c'est cette limite-là. Et pour les bières sans alcool, c'est aussi cette limite-là, je crois. Donc c'est ce qu'on s'est fixé. Ok. Une question sur l'eau. C'est quoi l'eau que vous utilisez? Enfin, c'est l'eau de la ville, j'imagine, mais est-ce qu'elle est filtrée? Est-ce qu'il y a un traitement particulier? Non, il n'y a pas de traitement particulier. On utilise de l'eau de la ville sans traitement Direct. particulier. Ouais. Ok, en direct. Et oui, il n'y a jamais d'observation d'éventuellement des variations sur le résultat, parce que l'eau, elle peut être traitée différemment suivant les périodes. Et vous n'avez jamais observé particulièrement de. Alors, on Je pense au chlore, hein, évidemment, parce que des fois, ils sont obligés de booster un peu en chlore, hein, donc, Oui, tout à fait. Et surtout l'été. Et en fait, on récupère quand même les bulletins d'analyse pour voir ce qui se passe. Mais par contre, en fait, on n'a pas, enfin, on reste dans notre production artisanale. Donc, on n'a pas un kéfir. Je veux dire, enfin,
on mesure des choses, mais il y a quand même une part dans la fermentation de choses qui évoluent. Voilà, donc nos produits, c'est pas un Coca-Cola, quoi. C'est pas le kéfir A de janvier sera différent, un petit peu différent du kéfir de mars. Voilà. Donc c'est ce qui fait aussi l'intérêt des produits artisanaux. Mais donc on n'est pas capable de savoir si c'est vraiment l'eau qui influe quand il y a des petits trucs qu'on voit, quoi. Enfin, Ok. on n'est pas capable de dire ça. Encore une question un peu de commercialisation et de légal, on va dire combien de temps, comment vous choisissez la DO, enfin pardon, la DLC en l'occurrence, c'est-à-dire qu'entre le moment où le kéfir est mis en bouteille et ce que vous apposez dessus comme date d'expiration, c'est fait comment ça? C'est défini comment? Alors ça, tous les fabricants sont libres de mettre la durée de vie de leurs produits. Donc il n'y a pas une durée de vie type pour un produit type. Donc en fait, ça se fait sur purement des tests. Donc au début, quand on a commencé, on avait une DLUO qui était très faible. On avait un produit qui était un peu moins stable. Donc on était à 3 mois. Et puis en fait, les kéfirs on a gardé des kéfirs pendant un certain temps et on a regardé justement quelle était leur évolution et pendant combien de temps ils pouvaient être consommables. Et aujourd'hui, sur les kéfirs, on est à peu près à 9 mois. Ok, ah oui, Mais parce que notre outil de production aussi, le fait de faire cette fameuse F1, F2 en même temps, de refroidir en cuve et tout ça, nous permet d'avoir des produits qui sont beaucoup plus stables. ok. Et donc ça, oui, c'est vraiment, c'est chaque Ouais, entreprise estime, exactement. en faisant les analyses ad hoc, voilà, ce qui est raisonnable, quoi. Exactement. Puis après, les distributeurs nous disent, alors nous, on veut être livré avec une date DDM qui est de temps, donc on garantit de temps. Et donc finalement, notre durée, elle est beaucoup plus courte, quoi. Enfin, Ouais. enfin, il n'y a pas que nous, il y a pas que nous dans le, dans le process, quoi. Ok. Je réponds parce que là, c'est vrai que tout ça, c'est des sigles, hein, DLC, DLUO, DDM. Donc Ouais, DDM, c'est non. date de durabilité minimale, DLUO, c'est date limite d'utilisation optimale, DLC, c'est date limite de consommation. Tout ça, ça correspond à des réglementations assez strictes. En grosso modo, il y a deux catégories. Je rappelle brièvement, il y a tout ce qui concerne l'utilisation optimale. C'est en fait une recommandation, mais qui ne correspond, il n'y a pas de danger. C'est-à-dire que c'est des produits qu'on peut consommer quand on veut, mais on a conscience que leur qualité va s'altérer sans que ça présente un danger. C'est souvent des qualités organoleptiques ou autres. Par contre, tout ce qui relève des DLC, là, on est plutôt sur les produits frais, produits animaux et autres, où là, c'est considéré comme des limites de consommation. C'est-à-dire qu'au-delà de la date, on considère qu'il y a danger à consommer le produit. Donc, moralité, dans cette logique actuelle, bonne logique et de communication autour du gaspillage alimentaire, on ne rigole pas avec les DLC. C'est que DLC dépassés, ça va à la poubelle. Et DLUO dépassés, on est tranquille, on goûte et on voit si tout va bien. Et donc, le kéfir est dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'il est impossible de s'empoisonner avec un kéfir, même un kéfir qui a 3 ans. Mais par contre, il y a peut-être effectivement, il va peut-être avoir perdu tout son gaz ou son aromatisation ou devenir vinaigré, etc. Donc c'est pour ça qu'on est sur ce type de produit, comme la majorité des produits d'ailleurs, on est sur des DLUO. C'est-à-dire, on considère que le produit garde encore ses qualités, mais ou au contraire, enfin voilà, garde ses qualités optimales jusqu'à cette date garantie, quoi. Tout à fait. Il y J'ai une avait. question pour toi, Nicolas. Ouais. En attendant qu'il y en ait peut-être deux, trois autres qui arrivent là. Euh, quand vous êtes passé votre première petite production, mais peut-être c'est des souvenirs ou je sais pas si c'est une observation que vous avez faite, et que vous êtes passé sur vos cuves, vous avez dit que les boissons finalement, vous êtes arrivé assez facilement à un truc, enfin vous avez convergé vers un truc un peu plus stable. Ouais. Et est-ce que en termes de goût, vous avez senti finalement ce que ça faisait sur un peu sur le kéfir, de passer d'une F1 plus F2 classique à une F1 F2 comme ça, d'un point de vue organoleptique. Et derrière, ce que j'ai en tête, c'est les conséquences qu'il peut y avoir sur le consortium microbien directement, quoi. Ouais. Alors la principale chose qu'on a vue, qui était plutôt une bonne nouvelle. Alors le fait il y avait deux choses dont on avait peur, c'était de fermenter sous pression. Ça, on l'avait jamais fait. Et on savait pas si les grains ce qui allait se passer avec les grains, donc, parce qu'on monte à 3 bars quand même. Donc on avait fait des petits tests dans des petites cuves, on n'avait pas eu de problème, et dans les grandes cuves, on n'a pas eu de problème. Donc ça, c'était un point important. Et après, l'autre point en termes de goût,
c'est qu'on a eu beaucoup moins de goût vinaigré. Enfin, alors on n'avait pas des kéfirs qui avaient des goûts vinaigrés, mais parfois, quand même, on sentait qu'il y avait ce petit, enfin, Cette baisse de notes acétiques, quoi. ouais, de notes acétiques. Et ça, enfin, ça, on en a enfin, on en a quasiment plus, quoi. Ouais, c'est ce qu'il y a derrière ma question, c'est que, a priori, tu mets un peu plus en tension le développement des bactéries acétiques qu'on a dans les cuisines parce qu'on reste toujours à l'air. Et, Oui. donc, c'est intéressant voilà, de voir. Bon, ben là, typiquement, ça va dans ce sens-là, quoi. Tu développes sans doute beaucoup plus levure et lactobacilles que les bactéries acétiques dans ces trucs-là. Des choses qu'on pourrait vérifier, mais mais en fait, donc tu as quand même un effet sur le goût et d'aller vers quelque chose de plus lactique. Ce qui peut être intéressant, même à toute petite échelle, du coup, si les gens veulent expérimenter un petit peu avec ça. Mais tu sais que moi je trouve que dans un bocal qui est fermé avec un couvercle et qui est pas ouvert, qui est pas trop ouvert pendant la première fermentation, Mm. je trouve qu'il y a quand même pas beaucoup d'oxygène qui rentre là-dedans parce que le gaz qui s'échappe va quand même un peu prendre la place de l'oxygène. Ensuite, enfin, Ouais, tu ce qu'on appelle en micro-aérobie. Il y a quand même des choses qui se passent, mais c'est plus lent. et ouais, c'est quand même plus lent, quoi. Enfin, Mais c'est pas tout à fait la même chose que de fermer le bocal hermétiquement, quoi. Et après, je pense que le fait de maîtriser la quantité d'alcool qu'on produit, je pense que ça aide pas non plus les bactéries acétiques Oui, à travailler à derrière. travailler, quoi. Ouais, il y a Alors, des d'ailleurs, il y a bons. une question sur l'alcool, justement, encore une autre. Est-ce que vous avez observé, enfin, la question c'était en fait à quel moment l'alcool est à quel moment le taux d'alcool est le plus haut? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il augmente et à un moment il va redescendre parce qu'il va être consommé par d'autres espèces ou est-ce qu'en fait il continue d'augmenter au fur et à mesure de la fermentation? Non, mais alors voilà, alors je connais pas l'heure exacte à laquelle enfin la durée exacte à laquelle il est plus haut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un pic. Et ensuite, ces fameuses bactéries acétiques vont commencer à consommer l'alcool et vont transformer le kéfir en vinaigre. Alors, si par exemple vous voulez faire du vinaigre de kéfir, c'est hyper bon. Vous laissez votre kéfir fermenter pendant très longtemps et à la fin, vous avez vraiment du vinaigre, hein. C'est du vinaigre que vous pouvez utiliser dans la cuisine, que vous pouvez utiliser n'importe où. Ok. Mais je sais pas le pic, je sais pas je sais pas si c'est 72 heures, 96 heures, enfin, ça, Bah, comme tu viens de le dire, en fait, ça doit dépendre aussi des conditions aérobie et anaérobie, quoi, oui. forcément. Et puis de la quantité d'acétique présente ou pas et du type de bactéries acétiques présentes. Ouais. Euh, Mais quand, le pic, ouais, le pic, il peut être quand même autour de 2%, hein. Ça peut arriver, enfin, si on fait vraiment fermenter longtemps le kéfir ouais. et que les bactéries acétiques n'interviennent pas, enfin, voilà, ont du mal Oui. à démarrer, ça peut monter à 2%, un Mm. kéfir. Comment vous faites pour stabiliser la pression en bouteille? Tu en as un peu parlé, mais il y a cette question, effectivement. Est-ce que c'est comment... Donc c'est sur la température, sur le taux de sucre final, c'est quoi l'idée? Alors, en fait, la façon dont on travaille aujourd'hui, c'est que donc notre kéfir qui est dans cette cuve, dans cette grosse cuve, il est refroidi dans la cuve, donc on va le passer à 0,5 degrés dans la cuve. Il est toujours sous pression. Et après, on va embouteiller le produit sous pression. C'est-à-dire qu'on va remplir nos bouteilles euh, avec ce kéfir qui est sous pression. Et donc, une fois qu'il est après en bouteille et qu'il reste au frais, ben, la pression n'évolue plus parce que finalement, la mise au frigo a déjà été faite, quoi. Ok. Et donc, il faut bien le garder au frigo, bien sûr. Par contre, faut le garder au frais. Si vous le remettez à température ambiante, là, ça repart, quoi. Une question à laquelle Alexandra a déjà répondu en ligne, mais peut-être que tu peux compléter. Peut-on trouver votre kéfir en magasin? Alors oui, évidemment, mais dans quel type de magasin? Tu peux en dire un peu plus? Ben alors, enfin, la plupart des magasins bio. Et exclusivement des magasins bio. Pour l'instant, on est distribué que dans des Donc magasins bio. Biocoop et d'autres, ou vous avez des... Biocop, Naturalia, La Vie Claire. Ok. Je fais de la pub pour mes. Non, non, bah, c'est les grandes enseignes du bio, on les connaît. Ok, Ouais, donc voilà, c'est les enseignes du bio, quoi. Ok. Marcel et Fils, enfin, ouais, tous ces. Léopold, enfin, tous ces magasins. Ok. Une question sur les bars. Alors ça, c'est une question générale, hein. Existe-t-il des bars à boissons fermentées, hors vin et bière, évidemment? C'est-à-dire que où en est l'offre, en fait, dans la restauration, dans les débits de boissons, sur justement ce
ce produit particulier qu'est le kéfir et son cousin le kombucha? Est-ce que tu vois une évolution des marchés? Est-ce que vous avez des clients qui sont des bars qui vous commandent des palettes? Alors nous, on peut quasiment pas travailler avec les bars et ce qu'on appelle le CHR dans notre Ouais, jargon, donc c'est café, hôtel, restaurant. Alors pour la simple et bonne raison que la plupart de ces gens ne savent pas gérer du frais pour les boissons. Donc en fait, leur livrer une boisson qu'ils doivent mettre au frais, c'est genre leur parler chinois, quoi. ouais. Donc, donc le seul moyen de travailler avec ces gens-là, c'est d'avoir des kéfirs qu'on peut stocker à température ambiante Ouais. et qui, Ce qui commence à se faire. ce qui commence à se faire, ouais, et donc ils sont soit il y a plus de sucre résiduel, euh, soit ils sont microfiltrés, ou soit ils sont pasteurisés. En gros, il y a ces trois options. Pour le coup, on tombe plutôt sur des produits, enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt justement des produits en canette qu'on trouve dans ce schéma-là, quoi, il me semble. Ouais, 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 mais c'est quand même souvent des produits qui sont Ouais. pasteurisés ou qui sont filtrés. Euh, Après, il y a des kéfirs sans sucre, mais nous, on trouve que c'est pas, enfin, on trouve que c'est pas, enfin, on aime bien le côté Ouais, ça- gourmand du kéfir aussi, donc on ouais. trouve que c'est plus agréable. Donc pour l'instant, on n'a pas. Ouais, c'est sans doute une autre fonction, quoi. Ouais. Euh, bon, en fait, on préfère aller dans un endroit avec un produit bon plutôt que vouloir absolument aller sur un marché et avec un produit qui est pas forcément adapté. Après, je dis pas qu'on ne pourra pas créer un jour un produit pasteurisé, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas notre volonté aujourd'hui. Nous, on s'intéresse plus à l'aspect santé du produit, comprendre ce qu'il y a dans le grain, comprendre les bactéries, les levures qui sont dans le grain, essayer de, enfin, voilà, c'est plus ce qui nous anime. On trouve que c'est plus intéressant que d'attaquer des domaines commerciaux, quoi. Enfin, Ouais. en fait, il y a déjà énormément de choses à faire dans le réseau bio. On peut aussi aller en grande surface avec des produits frais de super bonne qualité. Donc ça ne nous intéresse pas de vendre du kéfir pour vendre du kéfir un peu partout. Voilà, c'est pas notre truc. Si encore une question sur la F2, là, alors je suis pas sûr de bien avoir au niveau du procédé, tu vas pouvoir nous réexpliquer, mais la question c'est si vous parfumez vos F2, est-ce que ça n'impacte pas les grains pour les fermentations futures? Non, mais il n'y a plus de grain au moment de la. Voilà, c'est ça, Alors, ils sont plus en en contact. fait, faut sortir de la logique F1, F2 parce qu'on fait plus Voilà. de F1, F2. Et C'est-à-dire donc, que tu as ta cuve avec les grains d'un côté et ta cuve et la deuxième cuve dans laquelle tu transfères de l'autre. exactement, ouais, ouais, ouais. Donc en fait, les grains sont jamais en contact avec autre chose que le kéfir original. C'est ça. Il y en a qui est intéressé par ton vinaigre. Alors, il faut combien de temps pour faire un vinaigre avec du kéfir? Ouais, il faut 2 semaines, une semaine, 2 semaines. Et oh là, on sent qu'il y a des amateurs de bière, là, Et c'est alors, bien, c'est faire si, si, facile. si, peut-être un petit conseil pour le vinaigre. Ouais, On peut filtrer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de laisser. Enfin, d'ailleurs, je conseille de ne pas laisser les grains. C'est-à-dire que vous faites une fermentation classique, première fermentation, ouais. vous pouvez la faire durer un peu plus longtemps, 48 heures, même un peu plus. Et à ce moment-là, vous filtrez vos grains et puis vous laissez votre vinaigre se faire tout seul. Il n'y a pas besoin des grains pour faire le vinaigre. En fait, toutes les bactéries, toutes les levures sont déjà présentes dans ce que vous avez fait. Donc, enfin, laissez pas vos grains. Après, les grains, ils vont être dans Tout à tous fait. Bon, là, les. il faut se documenter. Il y a plein de tutos là sur les. En fait, c'est vraiment toujours les mêmes techniques pour faire du vinaigre. Donc, il faut regarder deux, trois tutos. Marie-Claire qui était intervenue, elle a plein de trucs et astuces sur son site pour fabriquer des vinaigres à partir de toutes les formes de boissons alcoolisées. Donc, le kéfir peut en faire partie, bien sûr. Un peu dans la même logique, est-ce qu'on pourrait imaginer de conditionner du kéfir en fût comme la bière? Alors oui, tout à fait. Si vous stockez votre fût au frais. Voilà, C'est comme la bière. c'est toujours le même principe. Mais oui, Non, oui, pardon. en fait, ça reste une boisson fermentée pétillante. On peut faire exactement ce qu'on fait avec de la bière. On peut même faire des pipelines de kéfir, Ouais. comme ils font en Allemagne. Voilà, mais avec effectivement la distinction, voilà, il faut bien les garder au frais, comme pour les fûts de kombucha, il y en a qui travaillent aussi kombucha à la tireuse, mais c'est des produits, effectivement, à la limite, c'est un peu la même que pour les bouteilles, même pour la distribution, c'est que c'est des fûts qui doivent rester au frais, alors que la plupart des bières sont gardées à température ambiante, parce qu'on est sur des produits justement pasteurisés, évidemment. Il y avait une question, oui, ça tu l'as mentionné au départ, mais tu peux rappeler le chiffre, quel est le pourcentage par rapport au projet? Ça, c'est Alexandra qui doit répondre, effectivement, par rapport au projet Kéfir Ensemble.
tu l'avais dit en tout début de séance, combien de kéfirs à 100 passages ont été reçus jusqu'à présent? Pour le moment, on a reçu 130 échantillons de participants donc, qui ont fini le challenge. Bon, au départ, vous étiez 1300, donc là, pour le moment, on Donc il y en a est 10% qui ont, pour l'instant, qui ont rempli le challenge. Et combien qui ont rempli la moitié du challenge? 530 participants, Voilà. donc on est à peu Ok. près Donc, à pour la moitié. Ouais. 40%. Ok. Bah, c'est très bien, bravo. Ouais. Alors du coup, je vais peut-être juste... Oui, vas-y. alors Vas-y. c'est plus le côté truc et astuce pour Nicolas, parce que en ce moment, comme c'est la période hivernale, les participants, on a pas mal de messages où ils ont des soucis, les grains qui se délitent, qui poussent pas bien. Et là, il y avait un petit mail tout à l'heure de quelqu'un qui a vraiment son kéfir à l'état de nuage. Est-ce qu'à un moment donné, ça, c'est récupérable ou pas? Là-dessus, moi, j'ai pas de... Je pense qu'elle a essayé de faire partir les grains, de... Ouais, nuage, non. Nuage, il faut pas. Docteur Kéfir n'a pas de recette miracle? Non, sur le nuage, j'ai pas de recette miracle. Euh, non, là, il faut des nouveaux grains. Là. Bon. Il faut repartir avec des nouveaux grains. Là. Tiens, il y a une question, on va peut-être bien, enfin, je pense qu'on va bientôt s'arrêter sur les questions. Une question qui ouvre sur une perspective un peu plus large. Est-ce qu'il y a d'autres recettes, entre guillemets, testées, notamment cosmétiques de kéfir ou autres? Est-ce que c'est une filière dans laquelle il y a de l'innovation sur les applications qu'on va retrouver dans l'huile d'olive où il y a des coproduits qui vont servir pour faire des baumes, des machins? Est-ce que dans le kéfir, il y a eu des tentatives de récupérer de faire, oui, d'autres types de produits ou les probiotiques pour avoir un intérêt sur le kéfir? Est-ce que tu as connaissance de ça? Alors, je sais qu'il y a des crèmes, justement des cosmétiques, là, chez L'Oréal, je crois, où ils mettent je sais plus, enfin, des trucs issus de la fermentation. Alors, je crois qu'il y a eu le kombucha à un moment, ils ont tenté un truc comme ça. Euh, Alors, franchement, cosmétique, je n'y connais strictement rien. Oui, Donc, c'est pas ton truc, bon. ouais. Donc là, On va vraiment, chercher. je pourrais pas dire. C'est juste cette pub que j'ai vu passer qui m'a interpellé parce que Ouais, ils en parlaient. Après, évidemment, le grain de kéfir, c'est un aliment hyper intéressant parce que c'est riche en probiotiques. C'est le grain en lui-même, le dextran, bah, c'est une sorte de fibre, en fait. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh, donc, nous, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire de ce grain parce qu'on en fabrique quand même pas mal. ouais, Euh, mais voilà, on se heurte souvent. En fait, c'est assez rigolo parce qu'on a un produit qui est un peu particulier et on se heurte beaucoup à l'industrie agro, en fait, parce que l'industrie agro, il faut que ce soit très clean, il ne faut pas qu'il y ait de risques sanitaires. Et donc, en fait, on sait pas trop comment travailler ces choses-là. ouais. Mais Alors justement, en lien avec ça, tu vois, donc, il y a un commentaire qui dit qu'il y a la société Green Tech, donc, qui est fournisseur d'ingrédients cosmétiques, qui fait un extrait de kéfir, manifestement, donc à regarder. Et par rapport à ce que tu viens de dire, la question, je te l'ai dit telle quelle, est-ce que vous êtes toujours serein quand vous avez des contrôles sanitaires? on n'est jamais serein quand on a des contrôles. Mais globalement, il se passe toujours assez bien. En fait, enfin, on fait les choses correctement, quoi. Donc on n'a pas de, enfin voilà, enfin, on nettoie très bien nos cuves, on nettoie très bien nos machines, on nettoie très bien notre Ouais. atelier. Bon. À partir du moment où on fait les choses correctement, il n'y a pas de gros risques à avoir. Mais c'est toujours quand on a un contrôle EcoCert pour vérifier les produits bio, voilà, quand on a un contrôle qui vient vérifier qu'on travaille en sécurité, bah voilà, c'est toujours des moments un peu, voilà, où on se dit, bah, Oui, c'est un moment critique. c'est un petit moment, Ça peut mais, toujours. mais, mais globalement, ça se passe toujours Ouais. bien. Voilà. Sauf sur ce fameux sujet de l'appellation kéfir, Ouais. kéfir de fruits, où là, ça se passe un peu moins bien. Il y a quelqu'un qui propose de mettre les grains, effectivement, met ses grains dans du terreau. Alors, effectivement, pour faire de l'engrais, ça marche bien. Ben, on a parlé tout à l'heure, on a mentionné l'histoire du compost avec les figues. En fait, on est dans la même logique, hein. Tout ce qui est compost et terreau, il y a beaucoup de microbiologie. Et effectivement, un des usages des résidus de la filière de fermentation, dont les grains de kéfir font partie, c'est le compost et autres, hein. Ça, effectivement, ça fait des sols qui sont enrichis en micro-organismes. Donc, c'est plutôt pas mal.
Pour les oui, jeudi, donc Alexandra, t'as rappelé dedans. Pour la date butoir, je te laisse peut-être rebondir sur ce que tu as écrit. Oui, donc on disait pas forcément de date butoir en tant que telle, mais bon, on cible à peu près le mois de juin. Voilà. On verra au mois de juin où je pense qu'on aura quasiment la majorité. On verra à peu près où ça en est à ce moment-là voilà, pour les participants. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, il y a quelqu'un qui donne ses surplus de grains à des volailles, ça marche aussi très bien, tout à fait. Il y a beaucoup d'éleveurs qui le font. On avait déjà mentionné ça. Les grains de kéfir de lait, notamment, sont beaucoup donnés dans les élevages de veaux parce que ça enrichit en probiotiques le microbiote des veaux. Et donc là, pour les poules aussi, ça peut être que bénéfique. Donc, effectivement, ces coproduits sont aussi utiles pour les élevages. Et les confitures marchent très bien avec les figues, nous dit quelqu'un. Tout à Effectivement, oui, fait. ça c'est Ouais. Je sais que vous aviez testé au début aussi. Alors, il n'y a pas de commercialisation, Non, non, mais on avait fait des kéfitures. voilà, des kéfitures, exactement. Et là, peut-être que la DGCCRF accepterait l'appellation kéfiture, tu penses? Ouais, Faut je sais voir. pas. Je- Il n'y avait pas une Euh, kéfirade aussi, hein, j'ai inventé ça. Il n'y avait pas une kéfirade? Non, ouais, il y avait peut-être Non, une non, kéfirade. Kéfirade, c'est une marque d'un producteur Ah, d'accord. euh, Compétiteur, merde. breton. Ouais. Voilà. Ouais, Et avec les citrons, ça marche aussi, oui, mais là, effectivement, vous n'avez pas de citron, du coup, puisque vous utilisez le jus de citron. Donc, pour le coup, le seul coproduit qui vous reste, c'est la figue. tout à fait. Ok, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là parce que je vois qu'il est déjà 20 heures, donc on est parfait dans les temps. Alexandra, JB, je vous laisse conclure. Je sais, mais on n'a pas pour l'instant de prochain séminaire pour février. Bah, déjà, merci Nicolas, hein, Bah, avec Oui, quand même. d'avoir joué le jeu. Euh, voilà, ça donne envie de voir encore tous ces développements. Et peut-être de légaliser le kéfir quand même un jour, ça vient de sortir la légalité. Voilà. Si tu t'exposes là Peut-être publiquement. qu'on fera appel à vous pour peut-être signer quelque chose. Ouais, Ah, non, c'est fait, c'est déjà fait, hein. c'est déjà fait, je Déjà crois. Ah non, fait, non, mais tout le monde a signé dans le labo Non, déjà. non, on vous soutient parler des dans participants. votre lutte pour une reconnaissance du nom de kéfir. Ouais. Voilà. Non, non, oui, et sinon pour la suite, bah non, je sais, on ne sait pas encore. Hein, on a quelques petites idées pour février, mais rien n'est calé encore. Donc on ne peut pas vous annoncer le prochain webinaire. Je ne sais pas si Alex, tu veux en dire plus. Non, mais on essaiera dès qu'on a les infos, on fera ça rapidement. Normalement, Ouais. février et mars, voilà, on sait à peu près quels intervenants on veut. On attend confirmation. Il y a les vacances, tout ça. Enfin, il faut se caler, quoi. C'est Voilà. peut-être début mars. Bon, voilà. Bon, mais c'est vrai Et qu'il faudrait pas merci, trop bah, en longtemps. tout cas, merci beaucoup aussi, voilà, Nicolas, pour cette présentation. Ben, Ouais. avec grand plaisir. Et puis bon courage pour la palette. Ouais. Merci. Mais un peu trop loin, on serait venu vous passer un coup de main, mais là, c'est. Ouais, je Voilà, comprends. voilà. Voilà. Allez, Au revoir à Salut. tous. bonsoir tout le Merci. monde. Merci. Bonsoir tout le Ciao. monde, merci.